Le monde semble sous haute tension en ce moment, vous ne trouvez pas? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Partout, on voit des frictions, des déclarations choc, une sorte de fébrilité dans l'air. C'est vrai, on a l'impression que plusieurs mèches sont allumées en même temps sur différents continents. Exactement. Et aujourd'hui, on va justement essayer de connecter certains points chauds de l'actualité de ce mois de septembre 2025. Bonne idée. L'idée, c'est de voir si ces événements, mis bout à bout, dessinent une tendance pour l'année à venir. On va parler de l'Europe sous pression, avec ses histoires de drones, d'avions russes. On regardera aussi ce qui se passe aux États-Unis, avec des remous assez spectaculaires au sommet de l'armée. Oui, ça fait beaucoup parler. Sans oublier la situation en Russie et puis les échos persistants du Moyen-Orient. Un vaste programme, c'est sûr, mais essentiel pour comprendre comment ces crises peuvent s'alimenter les unes les autres. Tout à fait. Alors pour nous guider, on s'appuie sur des analyses solides, des rapports de think tanks comme l'IRIS, l'IFRI aussi. Des références sérieuses. Voilà, et la Revue nationale stratégique française, la RNS, toute fraîche pour 2025. Et puis quelques articles qui capturent bien l'ambiance du moment, tirés de sources comme Les Crises, Hollywood PQ ou Public Sénat. Un bon mélange, oui, pour tenter d'y voir un peu plus clair dans tout ça. Notre mission donc, extraire l'essentiel de ces sources, comprendre ce que les analystes sérieux voient se profiler. Qu'est-ce qui ressort vraiment de tout ce tumulte ? C'est la question. Ces derniers temps d'incidents aériens, Pologne, Roumanie, Estonie, Danemark, Norvège, des drones russes, des avions qui frôlent les espaces aériens, que faut-il comprendre derrière tout ça ? Ce qui est vraiment frappant, au-delà des incidents eux-mêmes, et il y en a eu pas mal, comme ces 19 drones signalés en Pologne, ou les MiG-31 russes interceptés en Estonie, oui. C'est la lecture qu'en font les analystes, notamment à l'IRIS. On parle de guerre hybride. Le but, c'est pas forcément une attaque directe, vous voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, guerre hybride, dans ce contexte-là ? Ça veut dire utiliser des actions qui sont sous le seuil d'un conflit ouvert, mais pour déstabiliser quand même. L'analyse de l'IRIS est assez claire là-dessus. D'accord. Il s'agit de tester les défenses européennes, leur temps de réaction, leur processus de décision. C'est aussi, bien sûr, collecter du renseignement et surtout jouer sur l'ambiguïté. L'ambiguïté ? Oui. Ces drones, par exemple, ils sont souvent présentés comme des appareils de reconnaissance ou même des leurres, des decoys, pas forcément armés. Ça permet de souffler le chaud et le froid, en quelque sorte. Exactement, c'est ça. Ça met la pression sans, disons, franchir la ligne rouge qui déclencherait une riposte massive, genre l'activation de l'article 5 de l'OTAN. Le fameux article 5, oui. Voilà. C'est une façon de tester la cohésion des alliés, de voir s'ils réagissent tous pareil. Et puis, il y a cette notion de déni plausible. Enfin, l'IRIS parle même d'implausible deniability. C'est-à-dire ? La Russie cherche pas tant à cacher sa main qu'à montrer sa capacité de nuisance, tout en rendant une réponse coordonnée plus compliquée. Quand ils ont essayé d'accuser l'Ukraine pour les drones en Pologne, c'était typique de cette stratégie, quoi. Et l'omniprésence des drones maintenant, ça change vraiment la donne ? Clairement, l'IRIS parle de dronisation des conflits. Ces engins, même assez basiques, ils peuvent saturer les défenses. Vous imaginez ? Oui, ça doit être compliqué à gérer. Des dizaines de leurres juste pour forcer l'ennemi à utiliser des missiles anti-aériens qui coûtent une fortune. Et puis, ils permettent des frappes ciblées en profondeur sur des infrastructures critiques. Le tout à moindre coût et avec moins de risques politiques qu'avec des avions pilotés. Comment l'Europe réagit alors ? On voit des différences, non ? La Pologne abat des drones, d'autres pays semblent plus hésitants. C'est très complexe. D'abord, abattre un drone au-dessus d'une ville, c'est risqué à cause des débris qui retombent. Bien sûr. Ensuite, économiquement, l'équation est terrible. Un drone à quelques milliers d'euros contre un missile qui peut coûter plusieurs millions. C'est complètement asymétrique. Et puis, stratégiquement, c'est délicat. Si on ne fait rien, la retenue peut être vue comme de la faiblesse par Moscou. Mais si on réagit trop fort, on risque l'escalade. L'IRIS souligne bien ce dilemme. Alors, quelle piste pour se défendre ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, d'abord, renforcer la protection des infrastructures critiques. Ça, c'est clair, c'est une priorité absolue. Oui. Le projet BALT de Drone Wall, ce mur de détection et d'interception, c'est une piste intéressante, d'ailleurs soutenue par l'Europe. Ah oui, j'en ai entendu parler. Plus globalement, il faut une défense aérienne à plusieurs niveaux, multicouches, capable de gérer différentes menaces. La guerre électronique, le brouillage, le jamming, c'est essentiel. Et on parle de plus en plus de solutions nouvelles, comme les lasers. Des lasers ? L'idée générale, c'est ce qu'on appelle la dissuasion par le déni, rendre ces attaques trop difficiles ou tout simplement inefficaces. Et bien sûr, il faut aussi renforcer la résilience de nos sociétés face à la désinformation qui accompagne souvent ces actions hybrides.
Et la Revue nationale stratégique française de 2025, la RNS, elle confirme cette vision des choses? Tout à fait. La RNS 2025 identifie la Russie comme la principale menace pour l'Europe d'ici 2030. Et elle pointe explicitement ses actions hostiles sous le seuil du conflit ouvert. L'intimidation nucléaire, la désinformation, les cyberattaques, le sabotage. C'est vraiment cette pression hybride constante qui est décrite. Logique, mais cette pression russe, ce n'est qu'une partie de l'équation globale. Si on traverse l'Atlantique maintenant, il se passe des choses assez folles aux États-Unis en ce moment. Ah oui. Aujourd'hui même, là, on est le 30 septembre 2025, il y a cette réunion absolument hors norme à Quantico. Vous avez vu ça? Comment passer à côté? Près de 800 généraux et amiraux convoqués par Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, rien que le titre déjà. Oui, le changement de titre est parlant. Trump qui annonce sa présence à la dernière minute. Hollywood PQ parle d'un événement sans précédent depuis Pearl Harbor. Qu'est-ce qui se rame? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un événement qui semble concentrer toutes les tensions, tous les changements radicaux qui sont à l'œuvre depuis le retour de Trump au pouvoir. L'article de Hollywood PQ dresse un portrait assez glaçant de la situation, il faut bien le dire. D'abord, il faut voir qui est ce Pete Hegseth, un ancien de Fox News, nommé donc secrétaire à la guerre. Il incarne une volonté de rupture, il prône un ethos guerrier. Et ce qu'il mène, selon l'article, c'est une véritable révolution culturelle au Pentagone. Révolution culturelle. C'est fort comme terme, quand même. Oui, et l'article détaille ce que ça recouvre. Réduction drastique du nombre de généraux à 4 étoiles, des limogeages en série de responsables jugés pas assez loyaux, on se souvient de ce général qui avait contesté l'évaluation des frappes en Iran. Ah ouais, exact. Et surtout, il y a une purge idéologique. Tous les programmes liés à la diversité, au genre, même à l'écologie, sont supprimés, qualifiés de woke. Hegseth veut imposer de nouvelles normes physiques, d'apparence, de comportement. C'est incroyable. Et cette réunion à Quantico, qui est filmée et destinée à être diffusée très largement, ça ressemble beaucoup à une mise en scène pour rasseoir cette nouvelle ligne, une forme de propagande interne et externe. Waouh. Et l'institution militaire elle-même, les généraux, comment ils vivent ça? D'après Hollywood PQ, c'est l'angoisse totale. L'article parle de peur d'humiliation publique, de sanctions pour ceux qui ne seraient pas parfaitement dans la ligne. Il décrit un climat de terreur institutionnelle. Carrément. Oui, où les officiers sont pris dans un dilemme terrible entre le devoir d'obéissance et leur conscience professionnelle, voire morale. Certains exprimeraient de profondes préoccupations, d'autres envisageraient la démission. Il doit y avoir une résistance passive aussi, j'imagine. Oui, l'article mentionne ça. Des fuites de la presse, des lenteurs administratives, et le fait que les plus hauts juristes militaires aient été récemment écartés, ça montre bien la volonté d'enlever tous les contre-pouvoirs potentiels. Et si on prend un peu de recul, comme le fait justement la RNS 2025, on voit bien que cette situation interne américaine crée une énorme incertitude pour les alliés, notamment européens. Bien sûr. La RNS note ce changement de priorité sous Trump. L'Europe est vue de plus en plus comme un concurrent économique. Et Washington utilise l'arme économique de façon très protectionniste, en mêlant sécurité et commerce de manière assez brutale. Ce qui explique pourquoi les Européens parlent de plus en plus de renforcer leur propre défense, ce fameux pilier européen de l'OTAN. Exactement. Ça pousse les Européens à envisager une défense plus autonome, oui. D'ailleurs, une analyse qui était citée dans les crises évoquait une doctrine américaine visant carrément à affaiblir la zone euro. C'est sérieux ça? Oui, c'est l'analyse de Federico Fubini sur les idées de Stephen Miran, qui est un conseiller économique influent de Trump. C'est intéressant parce que l'article dans les crises rappelle aussi que ces pressions économiques américaines, notamment via l'extraterritorialité et l'application de lois US hors des USA, ça ne date pas d'hier. On pense à Alstom, à Siemens. C'est vrai. Mais la différence aujourd'hui, c'est peut-être la brutalité, le manque de détour. C'est plus direct. Et l'Ukraine dans tout ce contexte? On a entendu Trump faire des déclarations qui semblaient marquer un changement, un rapprochement, non? Alors là, il faut rester extrêmement prudent. Public Sénat titrait récemment quelque chose comme « Les déclarations de Trump, ça reste des déclarations, pas des engagements gravés dans le marbre ». D'accord, donc pas de conclusion hâtive. Non, absolument pas. Et Hollywood de PQ souligne aussi que la réunion de Quantico, c'est aussi pour envoyer des messages à l'international. Un message de fermeté affiché envers la Chine, sur la question de Taïwan.
Mm. Un message de vigilance à Poutine, qui doit observer tout ça de très près, évidemment, et une pression maintenue sur l'Iran qui reste une cible prioritaire pour cette administration. Ça pourrait même encourager Israël dans sa posture face à l'Iran. Le risque, c'est que dans ce climat ultra tendu, un acteur comme la Russie soit tenté par une action préventive quelque part pour profiter du chaos. C'est un risque, oui. Absolument. D'ailleurs, la posture russe reste un élément central. D'un côté, face à l'Europe et aux États-Unis, et de l'autre, par rapport à sa propre situation intérieure. Justement, parlons-en. La Russie maintient un effort de guerre colossal. La RNS 2025 est très très claire là-dessus. Elle reconstitue ses forces après les lourdes pertes en Ukraine, elle développe de nouvelles capacités. Des chiffres affolants. L'objectif affiché serait d'ajouter 3000 chars et 300 avions d'ici 2030. C'est énorme. Le budget de la défense représenterait près de 40% des dépenses de l'État. 40%, c'est considérable. Et Moscou n'hésite pas à utiliser des troupes étrangères, nord-coréennes notamment, ou des équipements iraniens, comme les drones ou les missiles balistiques. La RNS parle même d'intimidation nucléaire irresponsable et désinhibée, et de frappes de saturation à bas coût sur les civils et les infrastructures en Ukraine, avec des armes comme ce nouveau missile Oreshnik. C'est une posture très agressive. Extrêmement agressive, oui, et extrêmement coûteuse. L'IFRI s'est penché récemment sur les impacts économiques et sociaux de cet effort de guerre. Qu'est-ce qu'il en ressort? Oui, et l'analyse de l'IFRI montre une situation assez complexe, voire paradoxale par certains aspects. Cet effort de guerre injecte beaucoup d'argent dans l'économie, c'est vrai. Ça augmente certains revenus, mais ça crée aussi de l'inflation, parce que la production de biens de consommation, elle ne suit pas. D'accord. La dépendance économique vis-à-vis de la Chine s'accentue très fortement. Et le complexe militaro-industriel tourne à plein régime, mais ça se fait au détriment d'autres secteurs, comme les services par exemple. Et pour la population, l'IFRI évoquait des difficultés de recrutement pour l'armée? C'est ça. Malgré toute la propagande, trouver des soldats reste un défi permanent. L'IFRI note la multiplication des primes régionales pour attirer des volontaires. Et on voit bien qu'il cible des régions souvent plus pauvres ou périphériques, Krasnodar, la Bouriatie, le Daghestan. Et paradoxalement, certaines de ces régions pauvres voient leurs recettes fiscales augmenter grâce à ces primes versées aux soldats. Exactement. C'est un des effets paradoxaux. Mais l'envers du décor, c'est beaucoup moins reluisant. C'est l'endettement massif des familles de soldats qui prennent des crédits à la consommation ou des crédits immobiliers pour boucler les fins de mois ou pour s'équiper. Et le coût humain direct, les blessés, les traumatismes. Il est terrible, évidemment. L'IFRI citait des chiffres de 2023 sur une demande énorme de prothèses, plus de 70 000. Et surtout, il y a le problème invisible mais massif du stress post-traumatique, le TSPT, chez les vétérans. Oui, ça doit être énorme. Le ministère russe de la Santé estimait que 20% de ceux qui consultent en souffraient, mais c'est sans doute beaucoup plus en réalité. L'État essaie d'intégrer ces vétérans avec des quotas d'emploi ou en les recrutant dans le secteur en plein boom de ce qu'ils appellent l'éducation patriotique. Donc si je comprends bien, malgré toutes ces tensions internes, économiques, sociales, les sources qu'on a, l'IFRI, la RNS, ne parlent pas d'un effondrement imminent du régime ou de l'économie russe. Elles ne font pas de lien direct avec d'éventuelles destructions de raffineries, par exemple, qui signifieraient la fin de Poutine, comme on l'entend parfois. Non, les sources qu'on analyse ici ne tirent pas cette conclusion-là. Elles décrivent plutôt ce que l'IFRI appelle une sorte de keynésianisme militaire. C'est-à-dire? L'économie de guerre soutient l'activité à court terme et permet au régime de tenir, même si ça crée des déséquilibres sociaux très profonds et potentiellement déstabilisateurs à plus long terme, la dette, le TSPT. D'accord. La RNS note aussi que la tendance à la baisse des prix du pétrole en 2025 pourrait compliquer le financement futur de cet effort de guerre. Mais pour l'instant, le système semble tenir sous cette pression intense. C'est un tableau vraiment complexe. Et tout ça, ça s'ajoute aux crises qui perdurent ailleurs, bien sûr, notamment au Moyen-Orient. Qu'en disent nos sources à ce sujet? Ah, le Moyen-Orient. Ça reste une poudrière, évidemment. La RNS 2025 rappelle la volatilité extrême depuis les attaques du 7 octobre 2023. Oui, ça a tout changé. Elle note un durcissement stratégique d'Israël, qui privilégie clairement l'option militaire maintenant, ce qui a mené à une escalade régionale. On a vu la confrontation directe entre l'Iran et Israël en 2024 et 2025. Selon la RNS, ça a quand même affaibli Téhéran et ses alliés comme le Hezbollah. Et la chute récente du régime Assad en Syrie, ça joue aussi? Oui, c'est vu comme un coup dur pour l'influence iranienne dans la région, c'est certain. Et la question palestinienne au milieu de tout ça? Toujours pas de solution?
Elle demeure une source majeure d'instabilité, c'est ce que souligne la RNS. Sans solution en vue, non. D'ailleurs, une analyse dans Les Crises qui relayait Oriente 21 mentionnait que le vieux paradigme de la solution à deux États est de plus en plus critiqué. Ah bon? Pourquoi? Jugé chimérique, irréaliste, par beaucoup maintenant, et que l'analyse en termes de colonialisme de peuplement gagne du terrain pour décrire la situation. Mais bon, personne ne se risque à donner un calendrier pour un éventuel État palestinien, bien sûr. Et dans ce paysage mondial de plus en plus fragmenté, il ne faut surtout pas oublier la Chine. Évidemment. La RNS 2025 la décrit comme engagée dans une rivalité profonde, structurelle, inévitable avec les États-Unis. L'objectif affiché de Pékin reste la première place mondiale d'ici 2050. Et comment ça se traduit sur le terrain, concrètement? La RNS pointe plusieurs choses. D'abord, la pression militaire et politique sur Taïwan, qui s'intensifie avec des manœuvres d'une ampleur inédite. Oui, on le voit régulièrement. Ensuite, le développement technologique chinois, qui est fulgurant. Le quantique, l'intelligence artificielle, l'espace. La Chine utilise aussi, comme la Russie d'ailleurs, des moyens hybrides. Cyberattaques, captation de technologies. Elle apporte un soutien discret, mais réel à la Russie. Et il y a la compétition pour les ressources. Exactement. Compétition acharnée pour les ressources critiques, les terres rares, les minerais stratégiques, où la Chine a une position dominante dans le raffinage. Ça lui donne un levier considérable sur les autres économies. Donc si on résume tout ça, on a une Europe sous pression hybride constante, des États-Unis en pleine crise politique interne avec des conséquences potentiellement mondiales, une Russie arc-boutée sur son effort de guerre malgré les coûts internes, un Moyen-Orient toujours incandescent, et une Chine qui pousse ses pions face aux USA. Tout ça semble terriblement interconnecté, non? C'est exactement la conclusion de la RNS 2025. Elle parle d'une interconnexion inédite des théâtres de crise. Les grandes puissances utilisent les conflits régionaux pour leur propre jeu d'influence. Et les institutions internationales? Les cadres de sécurité collective, les traités de désarmement, tout ça se délite à vitesse grand V. Et malheureusement, l'usage de la force, y compris sous ces formes hybrides dont on parlait, semble devenir de plus en plus banal, normalisé. Oui, ce tour d'horizon rapide montre bien une accélération de la dégradation du climat sécuritaire mondial. C'est assez net. Les actions hybrides sont partout, c'est presque devenu une nouvelle norme. Les États-Unis traversent une période de turbulence majeure qui pourrait redéfinir les alliances et laisser des vides stratégiques. La Russie, elle, est comme enfermée dans sa logique de confrontation, quoi qu'il en coûte en interne. Et les crises régionales, loin de se calmer, sont souvent attisées par ces rivalités globales. L'ordre international qu'on a connu, basé sur des règles communes, est clairement mis à mal, contesté ouvertement. Ça donne une vision assez préoccupante pour l'année à venir, tout ça. Préoccupante, oui, et surtout pleine d'incertitudes explosives. Quand on voit cette accumulation de pression hybride qui se banalise, un possible basculement stratégique américain aux conséquences incalculables, l'érosion continue du droit international, on peut se poser une question pour les mois qui viennent. Laquelle? Quelle étincelle imprévue, même toute petite en apparence, pourrait suffire à mettre le feu à toutes ces poudrières interconnectées? Et peut-être plus inquiétant encore, est-ce que nos outils actuels de dialogue, de gestion de crise, sont seulement capables d'anticiper, et encore moins de maîtriser, une escalade rapide et sur plusieurs fronts à la fois? Voilà une question qui risque de nous occuper un moment.